par heure. Ce jour-là, la Société Générale de Nice a connu l'un des plus gros braquages de l'histoire. Un braquage digne d'un film hollywoodien. On n'avait jamais vu, à cette époque, un casse de cette ampleur. Ni armes, ni violence, et sans haine. Cette pancarte, elle va être un des éléments fondateurs de la légende de ce casse. Une évasion spectaculaire, une cavale à couper le souffle. C'est vraiment la cavale cinématographique, quoi, du type qui est sur sa plage en train de profiter de son butin. Et un nom, Albert. Continuez à fumer des Havanes, boire du Dom Pérignon, avec les plus belles filles. Jean-Claude Mangeot, bonjour. 500 coffres dévalisés dans les sous-sols de la Société Générale à Nice. Il n'est pas sûr que les nombreux propriétaires de coffres de la succursale niçoise de la Société Générale... Il parle de plus de 500 coffres éventrés. Personne, j'ai entendu, c'est dingue. ne peut vraiment évaluer l'importance du butin. On parle ici de 40 millions et ici de 100 millions de francs actuels, c'est-à-dire 4 à 10 milliards anciens. Mais d'après les premières 10 milliards indications de la francs. police, tous les coffres... J'espère que la banque a une bonne assurance. 500 quand même, Ouais. sur les 1000... Quand on va avoir du boulot. Ce qui a quand même Bon, retenu tu dis à l'histoire tout le monde de quelques s'activer. centaines de Je veux un personnes maximum qui d'infos pour la une de demain, ok? devant les Ça marche. grilles de cette banque Allez. pour avoir des nouvelles, en se disant sans doute... Bon, vous avez entendu la nouvelle, les amis, hein? Ça va être une grosse journée. Paul, j'ai besoin que tu ailles devant la banque. Tu essaies de glaner des infos et surtout tu prends des photos. Compris? Oui. Julien, j'ai besoin que tu me trouves tous les plans des coffres de la Société Générale. D'accord? Pour la petite histoire, ma mère a un coffre là-bas. Et tu l'as fait. Non, 45. Ce casse va prendre une ampleur que personne n'aurait imaginée. J'ai besoin qu'on soit focus, les amis, hein? Et Paul, tu traînes pas en route, hein? Quelques heures plus tard, Yves, notre photographe, a terminé de développer les premiers clichés pris devant la banque. Ce qui est un scandale, c'est que ça s'est passé dimanche. Moi, je pars en voyage, j'ai tout au coffre. J'estime que lundi, je suis à coffre depuis 40 ans, j'ai le téléphone, ils ont mon nom. Ils pouvaient me prévenir hier. De se lier, d'être, si vous voulez, un comité méchant. La Société Générale de Nice, d'abord, elle est située en plein centre-ville. C'est un très grand établissement. Et il y avait dans la salle des coffres 61 armoires, et lesquelles donc contenaient en tout 2600 et quelques coffres. Devant la Société Générale, vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui s'agglutinent, qui toutes sont très inquiètes et qui veulent savoir si leur coffre a été fracturé ou pas. Mais la banque ne laisse rentrer personne. La Société Générale ne laisse entrer personne, car la direction n'a toujours pas compris comment les braqueurs sont entrés. Aucune porte n'a été fracturée, et pourtant, l'argent s'est bel et bien volatilisé. La banque promet une prime d'1 million de francs à quiconque livrera des infos. Oui, allô? Ouais, salut Claude, c'est Eric de la PG de Nice. Ah, salut Eric, ça va? Bon, apparemment les braqueurs sont passés par les égouts. On a découvert un trou béant dans la salle des coffres qui mène à un tunnel de 80 cm de diamètre creusé sur plus de 8 mètres de long. Attends, faut qu'on m'explique comment on peut creuser un tunnel de 8 mètres dans la roche sans ameuter toute la ville? On y travaille. De toute façon, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Ouais, ok. Et merci pour l'info. Salut Eric. Pour atteindre la salle des coffres, les voleurs sont donc passés par les égouts, une première dans l'histoire des braquages. D'habitude, on a des gens cagoulés qui rentrent armés, qui sont très violents. On rentre dans la banque et on va fracturer des coffres. Là, ils sont face à un scénario et face à un mode opératoire qui est tout à fait différent. On a supposé qu'ils étaient rentrés forcément le vendredi soir,
après la fermeture de la banque, et qu'ils étaient partis dans la nuit de dimanche à lundi. Donc ça fait 48 heures pleines. Et là, on se rend compte que voilà, en l'absence du personnel, pendant un week-end, on peut presque tranquillement dévaliser une banque. Les enquêteurs ont une hypothèse. Les voleurs seraient entrés puis ressortis par le Paillon, une rivière située à 1 km et qui traverse Nice. Claude, ça se confirme. Les braqueurs sont bien ressortis par le Paillon. Il y a les flics, ils ont fait le chemin en sens inverse et ils sont en train de remonter un véritable arsenal. À l'intérieur des égouts et de la salle, un grand nombre d'ustensiles abandonnés. Outils, lampes électriques, 7 bouteilles d'acétylène et 7 bouteilles d'oxygène, ainsi que des chalumeaux et plusieurs centaines de mètres de câbles électriques déroulés... Ils ont utilisé des outils un peu spécifiques pour creuser. Il fallait aussi étayer. Il fallait amener de l'électricité parce qu'ils ont éclairé le tunnel qui leur a permis ensuite d'aller jusqu'à la salle des coffres. Le mur d'accès à la salle des coffres de la Société Générale de Nice faisait 1,80 m, ce qui explique d'ailleurs pourquoi cette salle des coffres, elle n'était pas équipée d'une alarme. La banque avait estimé que 1,80 m d'épaisseur de mur, c'était suffisant. Ouais, je m'en occupe. Voilà, au niveau de l'article. J'ai quasiment terminé, je t'apporte ça dans 5 minutes. Les braqueurs ont utilisé des outils dont je n'ai jamais entendu parler. Boucharde, vérin hydraulique, carbure, trusquin. Il leur a fallu plus d'1 mois pour creuser le tunnel. C'est un travail de fourmi, c'est pas tellement un travail de voyou, hein, c'est un travail d'ouvrier de la construction et des chantiers. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est vu le temps qu'ils ont mis pour aller creuser leur tunnel, c'est de ne pas avoir été repérés. Ils font du bruit, ils rentrent, ils sortent. Ils entendent la police passer, etc., etc. Et miraculeusement, ils vont passer à travers. L'opinion publique, elle applaudit pas des deux mains, mais elle se dit que quelque part, il y a un côté un peu romantique à tout ça. Et presque une forme un petit peu d'admiration par rapport à la méthode employée et aux moyens qui ont été déployés aussi pour réaliser ce casse. Au moment du braquage, Roger Nahon est inspecteur principal à la brigade criminelle de la PJ de Nice. Il est l'un des premiers à entrer dans la salle des coffres. C'est un spectacle assez effarant, quoi, parce que il y a comment dirais-je, un désordre indescriptible sur le sol, des photos, des documents, des bijoux de peu d'importance, bien sûr. À cela, il faut ajouter tout ce que les malfaiteurs tenaient là, un spécialiste, entre guillemets, qui a fait le tri de tous les bijoux que les malfaiteurs lui amenaient au fur et à mesure. Lorsque on était dans la salle des coffres, alors, qui d'entre nous, je l'ignore, a trouvé un petit mot qui, semble-t-il, était accroché à l'arrière de l'entrée de la salle des coffres. Et il y avait écrit d'une manière très rapide « Ni armes, ni violence, et sans haine ». Une affaire de poète. Cette pancarte, elle va être un des éléments fondateurs de la légende de ce casse. Scellé ? Ouais, c'est scellé, s'il te plaît. Ce slogan, c'est clairement une façon de provoquer les policiers. C'est leur dire, bah voilà, on n'a pas eu besoin des outils habituels du braqueur. Nous, on a eu besoin de burin, de masse, de pas mal d'ingéniosité. Et ça nous a suffi pour vous prendre des millions et des millions de francs. Lorsque les policiers vont démarrer leur enquête, ils n'ont pas du tout de piste évidente.
Alors l'enquête elle-même, forcément, elle est obligée de débuter par le matériel découvert sur place. Et très rapidement, peut-être 2-3 jours, on arrive à identifier une partie du matériel qui venait soit de la région d'Aix-en-Provence, soit de la région de Marseille. Ça nous donne quand même une origine géographique des malfaiteurs. Voilà. « 317 coffres forcés, 46 millions de francs, l'équivalent de 30 millions d'euros envolés. Nous sommes sur le coup, à la recherche de toutes les infos possibles. » Ils s'aperçoivent que c'est une équipe à part. C'est forcément des gens qui, à la fois, sont organisés, donc ont été informés d'un certain nombre de choses, et notamment de l'absence d'alarme dans la salle des coffres de la Générale. Ça veut dire que c'est quand même un haut degré de préparation, et qui dit haut degré de préparation dit forcément criminalité un peu organisée, ou en tout cas grand banditisme, mais un grand banditisme qui a adopté une nouvelle méthode. Ils ont fait un coup assez extraordinaire. Et on a cherché tout de suite à savoir qui a pu y penser. Nous nous posons tous la question. Quel voyou a les épaules assez solides pour organiser un tel coup? Marine, on a des infos d'Éric de la PJ de Nice. Bien. Il y a quelques jours, la gendarmerie a repéré l'activité suspecte de 4 personnes dans un petit village de l'arrière-pays niçois. Il y a un dossier avec des photos et des éléments. J'aurais besoin que tu me fasses quelques propositions pour accompagner le papier. Ça marche. Super. Bah, je me mets tout de suite. Hein. Merci, Marine. Paul, ça va? C'était par toi-même. Ok, super. Quand la presse fait état du casse, il y a des services de police qui se manifestent en lisant l'article. Dont la gendarmerie de Plan-du-Var, à 30 km de Nice. Il y a des gendarmes qui nous appellent, qui nous disent qu'ils ont été appelés à intervenir dans une villa d'un village qui s'appelle Castagnier, à la demande des habitants qui avaient trouvé un manège suspect. Donc les gendarmes vont quand même se rendre sur place. Puis ils voient 2 véhicules immatriculés 13. Ils vont procéder à un premier contrôle de ces individus qui tournent autour de la maison. Les personnes qui sont contrôlées vont leur dire « Mais si, on a tout à fait le droit d'être là, c'est le propriétaire de la maison qui nous a autorisé à être là, on le connaît, etc. » Ce propriétaire, c'est un restaurateur. Les gendarmes accompagnent, pour vérifier un petit peu cette info, ces individus jusqu'au restaurateur qui va confirmer aux gendarmes qu'effectivement, il connaît ces gens. Donc les gendarmes, ils n'ont pas de prise. Ils sentent qu'il y a un truc louche, mais ils n'ont absolument pas de preuves concrètes pour faire autre chose que, quelque part, le noter, s'en souvenir pour la suite. Après l'annonce du casse, un indique va balancer un tuyau à la police. Allô, bonjour monsieur le commissaire, j'ai des infos pour vous. Les gars contrôlés dans la villa font partie du gang des égoutiers. On fait une perquisition dans cette villa. Et on arrive à trouver 2 éléments qui sont quand même intéressants. On trouve une pile tachée de boue. La boue de même couleur que celle que nous avons trouvée dans les égouts de la Société Générale. Elle sera analysée et plus tard, effectivement, elle confirmera que c'est la même origine. Donc ces hommes, ils finissent par être identifiés. Michelucci, Poggi et Vigier. Ils sont pas du tout inconnus de la documentation de police, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils font partie, de manière plus ou moins proche, du milieu du banditisme marseillais. Le banditisme marseillais, à l'époque, c'est un banditisme qui est leader en France, on pourrait presque dire. C'est souvent des histoires de clans, hein, le banditisme marseillais à l'époque. Au début des années 1960, c'est le clan Guérini, dirigé par Antoine et Barthélemy, qui tient la ville. Leur spécialité, vol, braquage, prostitution, trafic de stupéfiants. À cette époque, Marseille est même la première ville exportatrice d'héroïne dans le monde. Le clan s'empare aussi d'un autre business, les cercles de jeux parisiens. Mais les 2 frères vont bientôt avoir un rival, Gaëtan Zampa. Fiché au grand banditisme, il s'entoure de vrais durs pour imposer sa loi à Marseille.
En 1967, Antoine Guérini est abattu. Zampa devient le nouveau parrain de Marseille. Gaëtan Zampa, c'est un gars du milieu, c'est un proxénète. Zampa, il est très puissant. Il est présent sur le trafic de drogue, il est présent dans le proxénétisme, il est présent évidemment sur tout ce qui peut se passer en matière de braquage. Donc le fait de se dire, on a identifié 3 hommes proches du banditisme marseillais et pas de n'importe qui, du patron de ce banditisme qui est Zampa. Donc là, ça commence vraiment à faire une vraie piste, une piste qu'on peut exploiter et surtout des gens qu'on va aller interpeller pour les interroger. Pour nous, comme pour les enquêteurs, Zampa semble la piste la plus sérieuse. 300 policiers sont réquisitionnés entre la Côte d'Azur, Marseille et la région parisienne pour démanteler le gang. Ils vont faire un travail de police judiciaire classique à l'époque. Des surveillances techniques, des surveillances physiques. Essayer de loger tous ces gens-là. Bon, suis-le, essaie de voir où il crache. Moi, je reste là pour voir s'il y a du passage. Ok. Pour loger Zampa et ses gars, les flics de Marseille enchaînent écoute et filature. Alors, Zampa a refait surface? Non, pas de... Rien de neuf. Puis là, j'en peux plus de les écouter raconter toutes leurs conneries, là. Même topo à Paris, à Toulon. Les écoutes, les filatures, ça donne rien. Ah non, mais moi, je te dis, ils sont tous au bord d'une piscine en train de siroter des cocktails avec des filles. Hein. Malheureusement, je pense que t'as raison. Mais Zampa est forcément dans le coin pour gérer ses autres affaires. C'est quand même lui qui tient tout le Sud. Ouais, je sais bien. En tout cas, tous les collègues, hier, Toulon et Cannes sont sur le coup aussi. Hein, donc, vu que l'enquête patauge, Paris commence à s'impatienter. Donc on redouble l'attention et je vais voir tout le monde sur le pont. Il y a une pression politique toujours dans ces cas-là. C'est-à-dire que quand on est humilié par des voleurs qui vous piquent des millions sans tirer un coup de feu et en passant par les égouts, derrière, il faut des résultats pour arrêter tout le monde. Parce que sinon, c'est la police, la République qui est ridiculisée. Donc c'est jamais très bon. Le 15 août, à la surprise générale, un nouveau casse a lieu. Ça s'est passé pendant le week-end du 15 août, une nouvelle fois, dans une agence de la Société Générale, à Paris cette fois, dans l'île Saint-Louis. Voici le matériel saisi par les policiers. 5 bonbonnes d'oxygène, 2 bonbonnes d'acétylène, des bottes, un matelas pneumatique, des vérins à vis et une brouette. c'est forcément la même équipe qu'à Nice. Ouais, en attendant, on passe vraiment pour des guignols. Ils doivent bien se marrer, nos braqueurs. Apparemment, Gévaudan, le directeur adjoint de la PJ à Paris, est furieux. Demande aux collègues de rappeler tous leurs indices. Je veux qu'on double les effectifs de filature. Moi, je vais rappeler Paris. Ok. J'écoute. Ouais, salut Christophe. C'est Eric de la PJ de Nice. On a enfin une piste qui paraît un peu solide. Des infos sur le casse de Paris? Non, ça concerne le casse de Nice. Un gars se serait présenté au Crédit Agricole de Roquefort-les-Pins avec 9 lingots d'or. Et il serait reparti avec plus de 160 000 francs. La banque a procédé à une vérification de routine sur le numéro de série des lingots. Et je te le donne en mille. Provenance, les coffres-forts de la Société Générale de Nice. Et vous avez arrêté le gars? Non, les collègues ont préféré le filer. Ils viennent de nous prévenir. Donc là, il a fait la route jusqu'à Marseille pour donner le fric à 2 types qui sont connus des services. Francis Pellegrin et Alain Bourdin. Personne. Qu'est-ce qu'il est dans l'air, Robert Messieurs? Oui, depuis ce matin, une vaste opération de police est en cours sur l'ensemble du midi de la France. En effet, quel est le compte journaliste qui a vendu la mèche? Près de 300 policiers. Alors, si vous voulez... Des mois de planque pour rien, là, merde! Pour le moment, mais je pense pouvoir vous fournir un... Quand les policiers arrivent à Marseille, dans le quartier de la Cayolle, il va manquer du monde parce qu'il y a eu une fuite. La radio RTL a annoncé des interpellations qui, en fait, n'avaient pas encore eu lieu. Et on n'a pas tout le monde, mais on ramasse quand même une partie des suspects qu'on souhaitait entendre. Pourquoi t'essaies de te barrer? J'aime pas les poulets. Ouais,
Ça fait 2 semaines qu'on te file, hein. T'as vu te trimballer avec tes sacs. T'avais pas l'air léger? On n'a pas le droit de faire les courses pour sa mère. Et tes petits rendez-vous avec Zampa, on en parle? Allez, on va continuer la conversation au poste. Francis Pellegrin et Alain Bournat, les 2 voyous qui ont revendu les lingots d'or du CAS, sont arrêtés, ainsi que 5 autres suspects. 7 gangsters viennent d'ores et déjà d'être déférés au parquet de Nice. Les investigations se poursuivent et qu'il n'est pas exclu que de nouvelles arrestations importantes aient lieu dans les prochaines heures. Les suspects vont balancer un nom pour le CAS de Nice. Un nom qui ne dit rien à personne. Très loin du clan Zampa. Oui. Bon, on a une nouvelle piste assez sérieuse là. Pellegrin et Bournat, qui se sont fait coincer ce matin pendant la descente à Marseille. Et ils auraient balancé le nom du cerveau du CAS, un certain Albert Spaggiari. Mais c'est qui ce Spaggiari? Un petit photographe de Nice, spécialisé dans les photos de mariage. Non, tu plaisantes là. Attends, véridique. Je t'envoie un telex avec sa photo. Ce nom, les enquêteurs l'avaient déjà entendu. Dans une note envoyée par la CIA. La CIA a envoyé une note aux collègues de Paris en septembre pour leur dire qu'un certain Albert Spaggiari se serait présenté dans leur bureau à Washington. Et au cours de l'entretien, il se serait vanté d'être l'organisateur du CAS de Nice. Le nom d'Albert Spaggiari circule désormais dans toutes les rédactions. Spaggiari est-il vraiment le cerveau du CAS? Bon, la police aurait le nom du cerveau du CAS. Un certain Albert Spaggiari. Photographe le jour, braqueur la nuit. Mais qui est donc Albert Spaggiari? Après avoir soupçonné le milieu du grand banditisme marseillais, les enquêteurs ont donc une nouvelle piste. Un nom apparaît, celui d'Albert Spaggiari. Il est photographe de quartier, peu connu des services, mais il se serait vanté de ses exploits auprès de la CIA. Un profil atypique, pas vraiment le genre de suspect auquel la police est habituée. Le cerveau, c'est le titre de l'acte 2 de notre série. Bon, on a quelque chose sur ce Spaggiari? Non, pas grand-chose. Alors après, les gars de la PJ ont bien confirmé l'info sur la CIA. Quand on reçoit la note de la CIA, on ne peut pas dire qu'on y a prêté une attention très soutenue. D'abord parce que pour le moment, Albert Spaggiari, ça n'évoquait pas grand-chose pour nous. Et ensuite, bon, ça semblait assez farfelu quand même. Spaggiari, à l'époque, il a à peu près 45 ans. Il est photographe à Nice, il a un petit studio. Il fait le communion, la bar mitzvah. Il est le week-end dans toutes les mairies des Alpes-Maritimes en train de photographier des mariés. Albert Spaggiari était inconnu au niveau délinquance de droit commun. Il détonnait par rapport à Michelucci, par rapport à Vigier, par rapport à Zampa, etc. Ça détonnait, on demandait qu'est-ce qu'il venait faire dans cette galère. Du coup, l'info était passée inaperçue. Moi, je reviens de la boutique photo. J'ai rencontré son assistant. Il m'a parlé de son patron comme d'un type sympa et sans histoire. Il m'a aussi dit que Spaggiari est en vacances au Japon avec sa femme. En vacances? En vacances. Attends, le mec fait le casse du siècle, il se barre en vacances avec sa femme à l'autre bout du monde? Non mais y a rien qui colle là-dedans. D'après l'assistant, il rentre demain. Ok, bon, on continue de fouiller. Julien, j'ai besoin de te voir, viens. Il n'est pas parti comme ça tout seul au Japon. Il a accompagné une délégation officielle de Jacques Médecin, qui est le maire de Nice à l'époque, qui fait un voyage officiel, donc il y a un avion d'affrété, etc. Et Spaggiari va s'incruster avec sa femme dans ce voyage. Alors évidemment, il a des relations, parce qu'il travaille de temps en temps comme photographe pour la mairie, etc. Donc il connaît un peu tout ce petit monde. Et ils partent au Japon, un peu pour faire plaisir à madame, qui a trouvé qu'il était un peu absent ces derniers temps, sans en savoir beaucoup plus. Donc ils vont attendre son retour de ce voyage au Japon. Ils vont décider de le filer, comme on dit, dans ces cas-là, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu ce qu'il fait, qui il fréquente, où il vit, s'il y a des endroits, il a des planques à droite à gauche. Police, mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Moi? Oui, monsieur Spaggiari. Ouais. Mais
Pour quel motif m'arrêtez-vous, messieurs? Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça au commissariat. Quand il est interpellé, donc, il n'a pas de réaction de voyou. Les collègues niçois qui l'ont interpellé, ils le conduisent à la PJ et il ne proteste pas, il a une attitude normale, il attend. En fait, il attend qu'on lui dise pourquoi. Évidemment, certains ont dû lui dire, voilà, c'est pour le cas de la Société Générale. Il a dû sourire en disant qu'il n'a rien à voir là-dedans. T'en penses quoi, toi, de cette histoire? J'y crois pas. Spaggiari n'a pas du tout le profil pour être le cerveau de ce casse. Peut-être. Moi, en même temps, je me dis qu'il nous cache un truc, ce mec. On va quand même retrouver dans sa biographie passée un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Date de naissance, 1932, dans un petit village des Hautes-Alpes. Famille d'origine italienne. À 3 ans, il perd son père. Sa mère s'installe avec le petit Albert au bord de la mer, dans le Var. Surnom, Spaghetti. Son enfance est marquée par les moqueries de ses camarades. Assez tôt, il a eu des velléités de voyage et de rencontres assez étonnantes pour un adolescent qui n'a pas encore 18 ans. Lui, il va décider de partir de chez lui, de quitter l'école un jour de lycée, pour aller en Italie, en Sicile, rencontrer un bandit qu'il fait fantasmer depuis des années. Ce bandit, c'est Salvatore Giuliano. Une sorte de Robin des Bois qui aide les pauvres en volant les riches. Mais c'est aussi un proche des milieux d'extrême droite. Donc il va faire cette espèce de pèlerinage un peu étonnant quand on est ado de vouloir aller rencontrer un voyou. Et sur sa route, il va rencontrer justement des personnes un peu politiquement très à droite et qui vont un peu le prendre sous leur couple à ce petit jeune qui débarque de France pour aller en Sicile. Ça les amuse presque et donc ils vont en quelque sorte le former un petit peu à tout ça. Cet épisode va le marquer profondément. Et sa sympathie pour l'extrême droite ne va cesser de grandir. Ok, mais si son nom est sorti, c'est pas pour rien. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on continue de creuser pour savoir ce qu'il faisait avant d'être photographe. D'après une collègue de Paris, il serait engagé dans l'armée après son séjour en Sicile. Et il a été envoyé quasi dans la foulée pour combattre en Indochine. « 1950. Il est affecté au 3e bataillon de parachutistes en Indochine et se bat contre les Viet Minh. Spaggiari est blessé, décoré, mais pas seulement. Vers la fin de la guerre, je sais pas ce qu'il lui prend, il se met en tête de braquer un bordel avec ses camarades à Hanoï. Il va partir avec la caisse en menaçant un petit peu le personnel, les employés et le patron. Il expliquera une fois qu'il sera arrêté qu'il a fait ça parce que justement le patron avait manqué de respect à d'autres militaires. En tout cas, il prend 5 ans de travaux forcés. Donc première mention sur le casier judiciaire pour ce braquage. Tiens, un premier braquage qui lui vaut, lors de son procès en 1954, une interdiction de séjour en Indochine pendant 20 ans. Et il va être exfiltré en quelque sorte d'Indochine, rapatrié en France et incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille. C'est pas neutre parce que la prison des Baumettes à Marseille, comme son nom l'indique, c'est l'endroit où sont incarcérés tous les voyous plus ou moins importants du secteur. Et il va en quelque sorte parfaire sa formation derrière les murs des Baumettes. Il va faire des rencontres. Il va passer à 2-3 ans avant le temps de purger sa peine et de ressortir. Tu vois, Claude, Albert, qui paraissait doux comme un agneau, il est en train de changer de visage. Ouais, mais excuse-moi, il y a quand même une différence entre un braquage à 100 $ et l'un des plus gros casses jamais réalisés. Quand il ressort, on a l'impression qu'il se range un petit peu. D'abord, il va se marier. Ils vont décider de partir au Sénégal. Et là, à Dakar, il va trouver un emploi chez Fichet, qui est une entreprise qui construit des armoires fortes, des coffres forts. Et il va devenir professionnel de l'ouverture des coffres, c'est-à-dire qu'il va, par son métier, apprendre à ouvrir des coffres dont on a perdu la clé, à en ouvrir d'autres au chalumeau. En gros, au bout de quelques mois, il n'y a pas de coffre qui a vraiment de secret pour Spaggiari.
À mon avis, cette petite expérience au Sénégal a dû lui être utile. On va savoir, c'est peut-être ça qui a déclenché ses envies de braquage. Enfin, on en saura plus demain, la PJ a prévu une perquisition chez lui. C'est où? À Bézodin, un petit village dans l'arrière-pays niçois. Ils ont une vieille ferme perdue là-bas avec sa femme, les oies sauvages. Tu restes là. Allez, chef. Je crois qu'on a quelque chose. Ouf. Bah alors, monsieur Spadjari, qu'est-ce que c'est que tout ça? Dans la perquisition, il est découvert 3 pistolets mitrailleurs, un pistolet automatique, des explosifs également. Effectivement, les policiers arrivent là-dedans, bingo, puis on va trouver un peu des trucs un peu d'extrême droite, des trucs un peu nostalgiques de la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, ça dresse tout de suite un portrait du type. Là, on se dit, ok, on est chez l'aventurier un peu facho. On va dire qu'il est accroché, dans un premier temps, pour cette détention d'armes et de munitions. Bon, monsieur Spadjari, on arrête les plaisanteries maintenant. Il va falloir nous en dire plus. Mais, mon très cher monsieur, je n'ai rien de plus à vous dire. Alors, on va voir ça. Les collègues vont continuer la fouille. Nous, on va gentiment retourner au commissariat. La journée promet d'être longue. Spadjari, on s'assoit là. Alors, t'étais avec qui dans la salle des coffres? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque je n'y étais pas. Arrête de nous baratiner. Alors, pour le moment, il ne veut pas s'expliquer. Monsieur, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Il attend qu'on avance un peu plus dans l'interrogatoire jusqu'à ce qu'on lui dise que cette découverte de munitions va entraîner quelques années de prison pour lui, bien sûr, mais également pour sa femme, qui, elle, va être poursuivie pour le recel de tout ça. Albert Spadjari, lui, en aucun cas, il voudrait que sa femme soit mêlée, de près ou de loin, à cette affaire-là de munitions. C'est la question. Alors, on discute. On essaye de voir avec le parquet s'il y a possibilité de fermer les yeux, pour la femme en tout cas, pour la femme. Et on met le marché en main à Spadjari qui réfléchit et qui dit, bon, je veux bien parler, mais je ne parlerai que du rôle que moi j'ai dans cette affaire-là et que de mon rôle. Je ne parlerai de personne, je ne citerai aucun nom. Oui. Allô, Claude? Spadjari a accepté de parler, mais à une condition. Il veut que ce soit Honoré Gévaudan qui reprenne l'affaire. Gévaudan? T'es sérieux? Et il a accepté? Ah oui. Il sera à Nice demain matin. Avec le cas de la Société Générale de Paris, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend l'affaire très au sérieux. Spadjari, il dit, moi je veux bien révéler, mais vu le type que je suis, c'est-à-dire l'organisateur du casse du siècle, le big boss de la Côte d'Azur, etc., il me faut un adversaire à ma hauteur. Hein, voilà. Plus le gibier est beau, plus le chasseur doit être brillant. Alors Honoré Gévaudan, c'est une espèce de légende de la PJ. Il a traité la French Connection à Marseille. Enfin, c'est un flic qui a beaucoup d'expérience, qui a vu beaucoup de gros voyous. Un peu le Maigret voilà, de la police. Et il va arrêter à peu près tous les ennemis publics numéro 1 des années 50, 60, jusqu'aux années 70, le gang des Lyonnais. Donc voilà, c'est le flic le plus médiatisé de France. En attendant l'arrivée de Gévaudan, Spadjari doit passer la nuit en cellule. Alors, monsieur Spadjari, je pense que la nuit va être longue. Un petit verre d'eau? Cigarette? Il nous a demandé, soyez sympa, ne me laissez pas dans les jours de la garde à vue avec les voyous classiques. Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Plaisir. Et on a demandé à ce que des policiers, des CRS en l'occurrence, viennent au bureau et l'ont gardé toute la nuit. Vous avez vu? C'est prendre soin de vous, hein? C'est ce que je vois. Je vous remercie. Pas de soucis, monsieur Spadjari, du feu peut-être. Ah, avec plaisir.
C'est une garde à vue que je qualifierais d'exceptionnelle. Alors pourquoi ce traitement exceptionnel? Plusieurs raisons. Peut-être effectivement parce qu'il est sympathique, peut-être et surtout parce qu'on était convaincus que vraisemblablement il allait commencer à nous ouvrir les portes de l'énigme. Et donc, je pense qu'il était logique de le ménager au maximum. Honoré Gévaudan arrive à Nice pour l'interroger. Ensuite, eh bien... Mon père, il avait le feeling pour faire parler les gens. Écoutez, monsieur Gévaudan... Après 3-4 phrases, 3-4 réactions, il lui a dit exactement ceci. Vous savez qu'il y a eu un casse, hein, comme si il le lui apprenait. Alors, si vous savez rien, c'est dommage, parce qu'on va vous relâcher et personne ne saura que c'est vous, quand même. C'est un peu idiot. Et le mec, il est tombé dans le panneau. Ça fait un petit moment que j'y pense. Au lieu de minimiser son rôle, de dire oui, j'ai participé, mais moi, finalement, je sais pas, j'ai caché 2 mecs dans la bergerie et tout ça n'a rien à voir, etc. Non, il va carrément y aller, franchement, en disant je suis le cerveau, c'est moi. Ça fait 2 ans que l'idée m'est venue. J'ai d'abord effectué beaucoup de repérages. D'abord à la banque, où j'ai pris un compte. Et ensuite, j'ai passé plusieurs semaines dans les égouts pour repérer le bon itinéraire. Regarde. Là, ici, on a tourné là, à droite. Ici, on a tourné à droite. Ensuite, à gauche. Et là, à droite. Donc, on est bien là. C'est tout droit. 300 mètres. Il reste 300 mètres. 300 mètres. Oui, 300 mètres, on est bon. Allez, vas-y. Je vous assure que ce n'était pas une partie de plaisir. Bien le contraire. Allez. Il va l'embarquer sur un terrain un peu surprenant. C'est-à-dire qu'il va lui dire, mais moi, j'ai monté ce casse parce que je souhaitais financer une sorte de groupuscule qu'il va appeler lui la catena, qui veut dire la chaîne en italien, et qui est un groupuscule d'extrême droite. Donc il dit, voilà, en fait, j'ai fait ce casse pour financer une cause politique d'extrême droite italienne. Simplement, la catena, ça dit rien à personne, et pour cause, parce que ça n'existe pas. Allez, on y va. À l'issue de sa garde à vue, il est conduit au palais de justice. Il est déféré devant le juge d'instruction, M. Boisis, devant une nuée de caméras et de journalistes. Là, je pense qu'il a commencé à cultiver son image. C'est vrai que la photo qui est parue dans la presse, c'était celle d'un type sûr de lui, avec le gros cigare à la bouche. Pour nous, c'était pas le truand classique. C'est Maître Perra qui est chargé de sa défense. Perra, c'est pas n'importe qui non plus, il l'a pas choisi par hasard. Perra, c'est quelqu'un qui est très proche de l'extrême droite, c'est quelqu'un qui est très marqué politiquement. Perra et Spaggiari partagent les mêmes idées politiques. Perra a combattu en Indochine aux côtés de Jean-Marie Le Pen, dont il est très proche. L'avocat a aussi soutenu l'OAS, l'organisation de l'armée secrète favorable à l'Algérie française. Surprise, on va aussi découvrir le nom de Spaggiari dans les rangs de l'organisation clandestine. On est en plein conflit en Algérie pour l'indépendance de l'Algérie, et lui a choisi de défendre l'Algérie française et la frange qui, très clairement, commet des actes terroristes sur le sol algérien, sur le sol français. Lui, il épouse cette cause-là, à son retour en France. Il est, en quelque sorte, un peu fiché, en tout cas remarqué dans la région de Nice comme étant un complice de cette OS. Il va être arrêté dans le cadre d'une opération anti-OS. Sur une opération de tractage qui a l'air comme ça un peu anodine, il distribue des tracts pour l'OS, qui est déjà interdit à l'époque, mais c'est pas gravissime. Simplement, quand les policiers vont aller plus loin, ils vont aller chez lui, ils vont aller perquisitionner chez lui, ils trouvent des armes et des explosifs. Spaggiari est condamné à 4 ans de prison et pour la 2e fois, il va purger sa peine à la prison des Baumettes, à Marseille. Alors ? Bah, je t'avoue, je sais plus trop quoi penser du bonhomme. Enfin, il a quand même fait 2 séjours en tôle, ses accointances politiques sont des plus douteuses, sans parler de son goût pour les armes. Ah, je sens qu'il va donner du fil à retordre au juge. Ouais, d'autant que c'est Boisis qui reprend le dossier d'instruction. Enfin, pour le coup, il a aucune expérience. Apparemment, c'est sa première grosse affaire. Est-ce qu'il va tenir le coup ? Mais bon, il a l'air de prendre les choses en main. Dès mardi, il organise une reconstitution à la Société Générale. Très bien. Ah bon, est-ce que ça va marcher ?
Alors comme dans chaque procédure un peu d'ampleur criminelle, on procède toujours à une reconstitution des faits. Le casse du siècle ne va pas échapper à la règle et les policiers vont se rendre avec Spaggiari dans la salle des coffres. On va se retrouver face à un Spaggiari théâtral. Il a un public d'abord, il y a les policiers, il y a les juges, il y a le greffier, il y a un certain nombre de personnes qui assistent à cette reconstitution. Et ce petit public, ça l'amuse beaucoup et surtout, il va faire ce qui va être une de ses marques de fabrique, c'est-à-dire il va prendre toute la lumière, il va se mettre en scène. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un peu hésitant, il va être assez volontiers provocateur. Il va même d'ailleurs remercier le directeur de la banque qui est sur place, en quelque sorte de presque lui avoir facilité le travail en ne mettant pas d'alarme dans sa salle des coffres. Spaggiari se donne en spectacle. Et c'est vrai que pour nous les journalistes, c'est du pain béni. Cette façon de faire de Spaggiari, cette façon d'être, en fait, puisque c'est ça, évidemment, ça alimente sa légende médiatique. Ce qu'on sait moins à ce moment-là, c'est que ça plaît beaucoup à ses complices aussi. Parce que lui, il prend toute la lumière, il a envie de la prendre, il a besoin de ça, il a presque fait ce casse pour ça. Et pendant que lui prend la lumière, tous les autres, ils sont à l'ombre, ils sont protégés, on ne s'intéresse pas à eux, et eux, c'est tout ce qu'ils demandent. Les vrais voyous, ils aiment pas la lumière. Pour obtenir des aveux complets et le nom de ses complices, le juge Boisise instaure des rendez-vous réguliers. Et donc, il prend pour habitude de convoquer Spaggiari tous les jeudis en son cabinet, au tribunal, pour l'entendre. C'est un peu étonnant comme façon de faire, parce qu'en général, un juge, il convoque une fois, il laisse passer un peu de temps, et puis surtout, c'est des convocations un peu aléatoires. Là, on a l'impression qu'il y a une espèce de rendez-vous qui s'est institué entre le juge et son suspect. Il est toujours assisté, Spaggiari, de son avocat, qui est Maître Perra. Évidemment, il se crée une sorte d'habitude et presque de relation, un peu de proximité entre un juge d'instruction et un suspect, ce qui n'est pas l'habitude. Spaggiari, pendant les 15 premiers rendez-vous, ça va durer 15 semaines cette histoire, il dit rien. Il n'a rien à dire, il ne veut pas s'exprimer. Bon, donc il repart, il est réincarcéré. Bon. Spaggiari ne lâche rien. Aucun nom, aucun complice. L'enquête piétine. Mais en novembre, les choses vont s'accélérer. Certains voyous marseillais, à commencer par Zampa, se présentent spontanément au commissariat d'Aix-en-Provence. Ils savent que les flics le cherchent, ils vont directement vers la police. Moi, je suis pour rien. Alors, comme ils ont des alibis, qu'est-ce que vous voulez faire ? En France, on incrimine les gens et on les fout au trou que quand on a quelque chose pour les confondre. Si on ne peut pas les confondre, on les relâche. Zampa repart libre. Mais d'autres voyous ont moins de chance. Comme Daniel Michelucci. Michelucci, c'est l'un des gars contrôlés à la villa de Castagnier. Sa maîtresse a été arrêtée lors de la descente à Marseille et elle accepte de parler. Et elle dit qu'elle avait accompagné Michelucci en Belgique, à Bruxelles, dans une banque de Bruxelles. Elle dit qu'il avait plus de 400 000 francs en espèces qu'il a déposés dans cette banque. Donc elle a donné le nom de la banque. Aussitôt, il y a des équipes parisiennes et belges qui ont planqué devant la banque. Et quand Michelucci se pointe pour retirer l'argent, pof, il s'est fait arrêter. Alors que Michelucci est incarcéré dans l'attente de son procès, nouveau coup de théâtre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous vous souvenez tous sans doute du casse de Nice, de ce que l'on avait appelé cet été le fric-frac du siècle à la Société Générale de Nice. Eh bien, le chef supposé de ce gang, Albert Spaggiari, s'est évadé cet après-midi. Après le casse du siècle, une évasion lors du rendez-vous avec le juge d'instruction en charge de l'affaire. Il n'en faut pas plus, c'est bien pour façonner une histoire et laisser place pour certains à la légende du bandit qui ose tout. Alors comment Albert Spaggiari a-t-il réussi ce nouveau coup ? Réponse dans un instant, juste après une courte pause. On retrouve 13h15. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous vous souvenez tous sans doute du casse de Nice, de ce que l'on avait appelé cet été le fric-frac du siècle à la Société Générale de Nice. Eh bien, le chef... Avant de se faire la malle.
Il avait déjà réussi quasiment l'impossible avec le casse, mais là, ça dépasse l'entendement. Ouais, je sens que la nuit va être longue. Il était entendu à Nice par le juge d'instruction, M. Boisise. Et il s'est précipité par la fenêtre. Il a tout simplement sauté. Les types qui participent à l'évasion de Spaggiari, c'est des frères de lutte, des frères d'armes, des frères de combat. Quand il se fait arrêter dans cette opération anti-OAS, là, l'imprimerie, les faux papiers, il se retrouve au placard, comme on dit chez eux. Et là, il est avec deux autres politiques, deux gars de la lutte, un qui s'appelle Michel Toc et l'autre Robert Desroches. Et alors, quand vous êtes enfermé comme ça, vous pouvez vous promettre de grandes choses. Et en l'occurrence, ils se promettent de jamais s'abandonner. Si un jour, il y en a un qui a un coup dur dans la vie, ils seront là, les uns pour les autres, etc. Espèce de solidarité. Michel et Robert, ils vont d'abord penser à un plan plus simple, qui se faisait d'ailleurs à l'époque, il y avait eu des évasions similaires, c'est d'attaquer le fourgon cellulaire qui transporte Spaggiari entre la prison et le bureau du juge. Sur ce trajet-là, ils disent on braque le fourgon, on sort Spaggiari, on sort Albert du truc. Ils vont l'abandonner puisque Spaggiari, c'est un peu l'ennemi public numéro 1, l'escorte est renforcée, etc. Donc ils se disent, bon, là, c'est pas possible. Et après, ils vont repérer que le bureau du juge est pas très haut, finalement, et qu'il est relié au sol par une gouttière. Ils imaginent que lui, ouvrant la fenêtre, va pouvoir descendre comme un chat de gouttière. Le 10 mars 1977, comme d'habitude, Albert Spaggiari vient dans le bureau du juge Boisise pour parler. Comme c'est la règle, hein, il y a deux policiers qui l'accompagnent. Il l'assoit devant le bureau du juge, les policiers sont à côté, ils attendent. Là, Albert dit au juge Boisise, j'ai des révélations à faire, mais ça implique des personnalités politiques. Il faudrait que ce soit vraiment entre vous et moi. J'aimerais que les policiers ne soient pas. Le juge Boisise s'exécute et demande aux policiers de sortir. À ce moment-là, donc, Albert Spaggiari est seul avec le juge Boisise et il lui dit, bon, ben, je vais vous expliquer sur le plan comment ça s'est passé. Boisise prend ce document, commence à le lire, il comprend rien. Rien parce que manifestement il n'y a rien à comprendre. C'est confus de manière tout à fait volontaire. Donc il dit à Spaggiari, je ne comprends pas votre plan. Et là Spaggiari, toujours aussi poliment, lui dit, bah, si vous me permettez de me lever et de venir à côté de vous pour vous l'expliquer, on peut le faire. Boisise le fait mettre debout. Spaggiari fait le tour du bureau. Regardez, je me permets. Voilà. Et à ce moment-là, en une fraction de seconde, il se dirige vers la fenêtre, il ouvre la fenêtre et il saute. Il tombe sur le toit d'une voiture qui est garée dans la rue, qui est juste en contrebas de la fenêtre du bureau du juge. Là-dessus, Spaggiari, où il a des avantages par rapport au bon truand débonnaire marseillais, c'est que Spaggiari, c'est un ancien para, il est sec comme ça, c'est un chat de gouttière, le type, il est super nerveux, super sportif. Tout ça, il sait faire. Arriver en roulé-boulé, tout ça. Donc, il va mettre cette technique de para au service de son évasion, ouvrir le truc. Le Boisise, il a même pas le temps de dire ouf. Voilà, au revoir. Une fois assis à l'arrière de la moto avec son copain, il s'enfuit, évidemment, tout en faisant des grands signes au juge Boisise. Tout le monde est à la fenêtre pour le regarder partir. Il dit au revoir à cette petite compagnie. Je crois qu'au moment où ça s'est passé, ni le juge ni moi n'avons réalisé qu'il tentait de s'évader. Cette moto, elle se dirige vers le parking Masséna, qui est le parking du centre-ville de Nice. La moto s'engouffre dans le parking, elle se gare. À ce moment-là, on grimpe Spaggiari dans le coffre d'une voiture. La voiture sort du parking. La police est déjà en branle dans le centre de Nice et dans le vieux Nice pour essayer de le retrouver, mais lui, il est dans le coffre de la voiture. Puis alors là, c'est un branle-bas de combat total, quoi, parce que dès que l'information arrive à la PJ, c'est évident que c'est tout de suite un avis de recherche, toute la police urbaine va à la frontière italienne, etc. Dans l'heure qui suit, une diffusion générale est effectuée dans tous les bureaux de police, de gendarmerie, les douanes, les frontières, enfin partout. Ici à Nice, on est vraiment sans espoir de retrouver Albert Spaggiari. Et pourtant, le dispositif policier mis en place est vraiment exceptionnel.
1000 policiers de Nice et des environs traquent depuis hier après-midi le cerveau du casse de la Société Générale. Une évasion qui, il faut bien le dire, amuse les Niçois qui comparent Spaggiari à Arsène Lupin. En réalité, Spaggiari n'est pas bien loin. Ses complices ont loué un appartement dans le centre de Nice. L'idée, c'est d'attendre que le dispositif policier soit allégé pour qu'Albert puisse quitter la ville sans se faire rattraper. Spaggiari reste introuvable. Ce dont on est sûr, c'est que cet ancien combattant d'Indochine reste toujours en possession de 2 milliards d'anciens francs, que sa femme a également... Il va falloir tenir le vol sur le long terme. Bon, c'est bon, tu ne prêtes pas la légère. Non, non. Va falloir la jouer fine. Ouais. Enfin, ça te connaît, ça. Oui. Là, ça pousse un peu loin. C'est beaucoup, ouais. À partir de ce jour de 77, Spaggiari, qui était déjà un peu dans le Gotha des bandits, là, il passe en tête numéro 1. Ça a été un coup d'éclat quand même, parce que on ne pensait pas que ce type-là allait se tirer comme ça. Et nous, journalistes, c'est du pain béni. Albert, mon ami, comment vas-tu? C'est le pied de nez permanent et le pied de nez toujours dans une forme d'astuce. Il n'y a pas de prise d'otage, on n'a pas menacé le juge avec un pistolet, on n'a pas tiré sur l'escorte de police. Là, on a juste feinté, comme il sait très bien le faire. Merci les gars, à la une de tous les journaux. Ça, c'est vraiment sa signature à lui et c'est ce qui fait complètement sa légende. Une nouvelle fois, Albert Spaggiari a réussi un coup d'éclat digne des plus grands films hollywoodiens. La moitié des flics de ce pays est à ses trousses et le type reste introuvable. Alors concernant son évasion, les rumeurs vont bon train, d'autant qu'il connaissait plutôt bien les élus de la mairie de Nice. Alors, après l'évasion de Spaggiari, évidemment, on trouve ça tellement incroyable, extraordinaire, qu'on se dit, c'est pas possible, il a pas pu faire ça tout seul, il y a forcément des accointances, des complicités. Et donc, on va regarder du côté de la mairie de Nice, et du côté de son maire, Jacques Médecin. Et on se dit, je sais pas, il doit y avoir l'ombre d'un marionnettiste surpuissant au-dessus de tout ça, en l'occurrence le maire de Nice, qui a dû faire jouer de son réseau pour l'aider à se barrer. Aujourd'hui, M. Jacques Médecin, le maire de Nice, contre-attaque. Spaggiari faisait partie de la catégorie des gens que je connaissais parce que je les voyais de temps à autre. Un photographe peut parfaitement, sans aucune autorisation spéciale, venir photographier un mariage à la mairie de Nice. Certains photographes se spécialisent dans les photographies de mariage. Il était de cela. Mais en tout cas, affirmer qu'un de mes collaborateurs, ou plusieurs de mes collaborateurs, aient pu entretenir avec lui des relations telles qu'ils aient, à un moment ou à un autre, apporté leur concours, relève de la diffamation et de la calomnie la plus pure. Jacques Médecin se serait bien passé de cette mauvaise publicité. Maire de Nice depuis 1966, il est à ce moment-là en pleine campagne pour sa réélection. Votant 1261, Médecin 671, Gauche 535. Malgré ces rumeurs, Jacques Médecin est réélu pour la 4e fois. Spaggiari, lui, reste introuvable. Spaggiari, il va pas rester très longtemps dans la région niçoise. Il a compris que, voilà, s'il voulait que sa cavale réussisse, il fallait qu'il prenne un peu de large. C'est son ami Robert Desroches qui l'avait déjà... Cambrioleur au grand cœur, Je n'ai pas conservé un sou de ma part de butin. Spaggiari reste introuvable. Pour occuper l'espace médiatique, il va sortir un livre, et pas des moindres, il va sortir un livre qui s'appelle Les égouts du paradis, où il raconte le braquage. Et il écrit pas mal d'ailleurs, Spaggiari, c'est vraiment lui qui écrit. Des souvenirs qu'il couche sur le papier et qu'il prend soin aussi de mettre en scène devant la caméra d'un de ses amis journalistes. Pour la première fois, il raconte tous les détails du casse. Nous attaquons le tunnel. Un premier mur pourri, et ensuite
tous les terrains possibles et imaginables. Nous avons passé 10 jours, une fois, sur un seul rocher. Donc là, c'était très délicat parce que le bruit se transmet dans la rue. Obligé donc de marcher tout le temps courbé avec 50 kilos ou 40 centres de matériel sur les épaules ou dans les mains. On se casse la gueule, on se tape la tête de partout. Ah, merde! Putain, Spaghiari, on est perdu! Mais non, on n'est pas perdu. Tu sais pas où on va? Bien sûr, je sais où on va. Arrête avec les grandes phrases et la raison, ça fait 2 heures qu'on tourne, on va jamais y arriver, tu fais chier. Je te dis que c'est par là, j'ai repéré. On aurait dû partir à gauche avec le plan. Non, je te dis, j'ai repéré pendant 1 mois ici, ça va, je sais où on va, eh. Il nous a fallu marcher dans le courant, dans l'eau absolument jusqu'au cou, porter les poids sur la tête. Pierre, le chef de l'équipe marseillaise, me fait une révérence. À vous, maître. À vous. La bonne éducation. Je pénètre dans la salle des corps, il me suit, on s'embrasse. Les policiers qui rentreront lundi matin. Alors Le pied alors de tout ce travail-là, ça a été le trésor de nuit. On a commencé à entendre tomber les sacs d'argent qui arrivaient des Galeries Lafayette, des boîtes de nuit. Ça a été de l'argent que nous avons jeté en l'air. C'était la joie de tout le monde, une danse, une fête païenne avec de l'argent lancé de partout. Et c'était le pied. Mes amis, je pense que nous mangeons les derniers raviolis de notre vie. Aujourd'hui, raviolis, demain, caviar. Et à ce moment-là, on a évacué près de plus de 3 km de trajet, 3 voyages pour évacuer tout notre trésor. Ça va être un succès de librairie phénoménal. Et ça va même être acheté par le cinéma, adapté au cinéma, avec Francis Huster, une des grandes stars du grand écran de l'époque. Spaghiari est toujours en cavale. Mais avec la sortie du film, il revient sur le devant de la scène. Nous sommes tous à la recherche d'un tuyau qui permettrait de le trouver. Mais il reste introuvable. Les rumeurs disent même qu'il aurait quitté la France. Puis après, il va partir en Espagne. Alors en Espagne, pourquoi? Parce que l'Espagne, à l'époque, est encore sous régime franquiste et que l'extrême droite y est plutôt la bienvenue. Ils ont pas mal de relais là-bas, etc., etc. Donc il va d'abord aller se cacher chez ses camarades d'extrême droite en Espagne. Puis après, il va partir en Amérique. Les collègues de Marseille n'arrivent pas à le coincer. À la fin des années 1970, Zampa et ses sbires sont toujours aussi puissants. Règlement de compte, trafic de drogue, guerre de territoire. Mais l'histoire se répète. Zampa a un nouvel ennemi. Son ancien lieutenant, Jackie Imbert, dit Jackie le Mat. La rivalité entre les deux camps met la ville à feu et à sang. Hier soir, 9 personnes ont été exécutées dans un bar de Marseille. La cavale de Spaghiari n'est plus notre priorité. À coups de 11,43, de fusils à canoncier, voire de grenades, le bal macabre se poursuit. Demain, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice, va commencer le procès dit des égoutiers. Vous vous rappelez sûrement qu'en juillet 1976, l'on a découvert l'un des cambriolages les plus spectaculaires du siècle. 5 milliards anciens avaient été... On a une idée de la durée du procès? On parle de 6 jours d'audience. 6 jours. Tu sais qu'il paraît qu'un des gars de Castagnier et Vigier s'est cousu les lèvres en prison. Mais non. Ouais. Mais ma boule, le type. Ça. Julien, ce serait bien que tu ailles demain au procès pour faire un premier topo par écrit. Ok, super. Lorsque le procès va s'ouvrir en 79, Spaghiari, il n'est pas là. Donc il n'y a pas le cerveau.
En tout cas, le cerveau autoproclamé du CAS, il n'est pas là, il est en cavale. Donc ça enlève quand même énormément d'intérêt à ce procès dans lequel il y a ce qu'on pourrait appeler les lieutenants, les seconds couteaux, on peut leur donner le nom qu'on veut. Dans le box, ils sont pas beaucoup. Il y a les deux jeunes qui ont balancé Spadjari, hein, Bourna et Pellegrin, qui sont là pour le recel d'or, eux, avec leurs lingots qui viennent du braquage. Et puis il y a les autres voyous qu'on a contrôlés devant cette fameuse maison, hein, les Vigier, Michelucci, Poggi. Au procès, tous les accusés ont la même ligne de défense. Ils n'ont rien fait. Ou presque. Et comme le dossier d'instruction est un peu creux, pour comprendre pourquoi ce procès est un procès au rabais, il faut juste rappeler la date. On est à la fin des années 70. Pas d'ADN, pas de téléphone portable. Donc les enquêtes de police, elles sont beaucoup plus compliquées. Les gens qui ont été interpellés dans l'affaire, ils ont très peu parlé, à part Spadjari, mais Spadjari, il a parlé pour lui. Il n'a pas balancé de complice. Donc les policiers se sont retrouvés dans une situation où ils avaient de manière à peu près certaine des participants au CAS, sans parvenir à faire une vraie hiérarchie. Alors, quand on compare avec l'ampleur du CAS en termes d'organisation, de réalisation et de butin, effectivement, ce procès, il est extrêmement décevant. Le tribunal a considéré que la tête pensante, c'était Spadjari. Quant aux autres, ils ont été considérés comme des comparses. Et j'ajouterais peut-être qu'ils ont été peut-être très bien défendus, ce qui explique la modicité des peines. Les deux intellectuels qui avaient essayé de vendre les lingots d'or, ils prennent 5 ans pour le recel d'or. Michelucci, lui, est condamné à 7 ans. Tous les autres vont être acquittés. Je dirais que toute cette affaire, hyper spectaculaire, hyper médiatisée, c'est une montagne qui accouche d'une souris. Spadjari, lui, va prendre perpétuité par contumace parce que c'est la règle. Alors déjà, pour les gros braquages, etc., à l'époque, c'est ce qu'on appelle les peines à 2 chiffres, hein, chez les voyous. Donc, c'est minimum 20 ou perpète. Et quand vous êtes absent, on vous met de toute façon, de fait, le maximum légal prévu par la loi. Donc, il se prend perpète. Spadjari a pris perpète. Mais en attendant, il se la coule douce au soleil. Et il continue de nous donner de ses nouvelles. Il ne veut surtout pas qu'on l'oublie. Coup de théâtre. 35 ans après le CAS, un voyou marseillais, ancien membre de la French Connection et fiché au grand banditisme, a sorti un livre. D'après lui, Albert Spadjari aurait totalement fantasmé cette histoire. Il ne serait pas le cerveau du CAS, mais simplement un complice qui aurait joué un rôle très secondaire. Il se serait inventé une vie pour mieux briller sous les feux des projecteurs. Mais alors, qui est le vrai cerveau ? Alors, comment démêler le vrai du faux ? Albert Spadjari, eh bien, a-t-il totalement inventé, fantasmé son rôle dans le CAS du siècle ? C'est en tout cas la thèse, la version avancée par Jacques Cassandry, figure du grand banditisme marseillais. Une certitude, Spadjari va continuer à bâtir sa légende, à grand renfort de livres et d'interviews donnés notamment à Bernard Pivot. L'homme qui a voulu façonner son mythe, c'est l'acte 4 du jour. Vous voyez, c'est ce livre, écrit par Jacques Cassandry, qui remet en question toute la version de Spadjari. Vous allez tout comprendre, mais n'allons pas trop vite en besogne et revenons à notre histoire. À ce moment-là, pour tous les journalistes et les flics de France, le cerveau du CAS de Nice, c'est Albert Spadjari. Et il est en cavale. En cavale, mais pas seul. Emilia, sa jeune compagne, est à ses côtés. Spadjari s'est fait faire des balourds, comme on dit chez les voyous, c'est-à-dire des faux papiers, au nom de Romain Clément, un nom bien français.
dispose d'une identité d'emprunt qui lui permet de passer les frontières, de prendre des avions, de prendre des bateaux si besoin. Tout ça dans la plus totale impunité et avec cette capacité aussi qu'il a à changer son apparence physique. Il faut quand même remettre ça dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que les moyens de communication entre les différentes polices et de justice dans le monde entier, vous imaginez bien que c'est balbutiant à l'époque, c'est limite si on s'écrit des lettres pour savoir si le type est chez vous. Vous pouvez vous balader avec du liquide et payer comme ça directement, on vous demandera pas l'origine des fonds, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à l'époque de partir en cavale. L'argent, on peut imaginer que Spaggiari en a, puisqu'il a toujours une partie du butin du casse à sa disposition. Je pense que Spaggiari aujourd'hui tiendrait pas très longtemps tout seul comme ça en cavale. Grâce à ses faux papiers et à l'argent du casse, Albert voyage incognito avec Emilia. Argentine, Espagne, Italie et retour en Amérique du Sud, le couple s'amuse. Vous êtes tout de même en cavale. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à fumer des Havanes, boire du Dom Pérignon, avec les plus belles filles du monde, c'est dans les plus beaux coins du monde. C'est vraiment la cavale cinématographique, quoi, du type qui est sur sa plage en train de profiter de son butin et qui, encore une fois, fait un pied de nez ou un bras d'honneur, comme on veut, aux autorités en disant bah voilà, je vous ai pris des millions, je me suis évadé et maintenant je vis la belle vie en Amérique du Sud. J'ai acheté une petite vallée de 150 hectares avec un torrent et une cascade de 9 mètres au milieu. Si une partie de sa cavale se passe en Argentine, ce n'est pas anodin. L'Argentine, à l'époque, abrite encore beaucoup de personnalités plutôt d'extrême droite, des gens avec lesquels on partage des opinions politiques et qui peuvent fournir cette aide logistique dont a besoin n'importe quel bandit en cavale. Ce qui diffère de toutes les autres cavales, mais ça c'est Spaggiari, c'est qu'il ne va pas faire une cavale en souterrain, il ne va pas tellement se cacher. Il ne peut pas être dans l'ombre, Spaggiari. Il n'y arrive pas. C'est pas sa personnalité. Et il y a une espèce de drogue, quoi, de se dire il faut qu'on continue à parler de moi, il faut que j'alimente la bête, quoi. Il faut que j'alimente ma légende, ma propre légende. Cela fait maintenant 6 ans que Spaggiari s'est évadé. Pour continuer à financer sa cavale, il a trouvé le bon filon. Il monnaie ses interviews auprès des journalistes. C'est vraiment un petit malin. Il va d'abord faire de l'autopromo en quelque sorte. Il va envoyer des photos de lui déguisé, une fois en Père Noël, une fois en Mérine, qui était l'un des voyous les plus tristement célèbres français. Donc il joue un petit peu, voilà, il envoie des espèces de cartes postales en fait pour dire bah, voilà, tout va bien, je suis là, je me déguise, vous voyez, la vie est belle. C'était de la mégalomanie, mais poussée à un degré quand même très développé, on va dire. Ouais, je viens de raccrocher avec Paris Match. Apparemment, ils ont obtenu une exclue avec Spaggiari. Un entretien croisé entre lui et Biggs. Tu sais, le braqueur du train postal Glasgow-Londres. Oui, je vois bien, oui. Bah, c'est pas étonnant. Biggs aussi est planqué en Amérique du Sud, à Rio, vraisemblablement. Et d'après mes sources, l'entretien aura lieu là-bas. Tu connais quelqu'un qui pourrait nous rencarder ? Ronald Biggs, c'est un voyou anglais qui, 10 ans avant Spaggiari, a fait le casse du siècle en Angleterre, en l'occurrence l'attaque d'un train postal entre Glasgow et Londres. Le butin s'élève à 2,6 millions de livres, l'équivalent de 60 millions d'euros aujourd'hui. Et comme Spaggiari, Ronnie Biggs est arrêté et il va s'évader. Là aussi, un scénario à peine croyable. Il saute sur un matelas à l'arrière d'un camion bâché et fuit à Paris avant de filer au Brésil. Bref, les deux font la paire. Spaggiari va faire venir Paris Match, évidemment ils sont payés pour faire cette apparition et donc il va, voilà, les deux cerveaux des deux casses apparaître comme ça en double page.
T'as vu? L'interview a bien eu lieu à Rio. J'avoue que c'est malin d'avoir croisé la trajectoire de ces deux bandits. C'est clair. En tout cas, le nombre de similitudes entre les deux affaires est assez étonnant. Ouais. Le braquage, l'évasion, la cavale en Amérique du Sud. Sans compter la chirurgie esthétique. T'imagines, les mecs se sont fait entièrement refaire le visage. Voilà, dans l'article, ils disent que Biggs, il s'est fait opérer 3 fois et Spadgiari 2. Ouais, c'est quand même Spadgiari qui gagne avec 180 points de suture. J'aimerais bien avoir sa gueule maintenant. Ouais, moi aussi. Ouais, enfin, moi, ce que je me demande surtout, c'est quel va être son prochain coup d'éclat. Et puis surtout, si les flics vont lui mettre la main dessus un moment, quoi. Oh, regarde. Une des autres explications à cette fièvre d'interview de Spadgiari, c'est aussi que, on l'a dit, la cavale, ça coûte cher. C'est une cavale qui dure plusieurs années. Faire des interviews avec Match, avec VSD ou avec des chaînes de télé, c'est aussi des interviews qu'il monnaie. Donc Spadgiari, c'est double, il passe 2 fois à la caisse. Il passe à la caisse pour lui, pour sa propre image, et il passe à la caisse de manière concrète parce qu'il récupère de l'argent qui lui permet de continuer à financer cette cavale. Il faut bien avouer qu'il ne se débrouille pas trop mal à l'écrit. La parution de son 3e livre, Journal d'une truffe, a même son petit succès. En résumé, c'est l'histoire de sa jeunesse dans les bas quartiers de la Côte d'Azur, en Indochine avec les parachutistes, au Baumette à Marseille ou encore à Dakar. En fait, c'est Albert avant Spadgiari. À l'occasion de la sortie de ce livre, il va contacter Bernard Pivot, qui est à l'époque le présentateur vedette d'Apostrophe, la seule émission littéraire qui existe sur la 2e chaîne de télévision française. Donc c'est un personnage très important, Pivot, et donc va être organisé ce rendez-vous en apparence totalement improbable entre un voyou en cavale et un présentateur de télévision. Albert Spadgiari vient de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé Journal d'une truffe. Alors je suis allé l'interviewer et pour lui demander, au fond, la question qui m'intéressait, c'était comment et pourquoi devient-on un voleur? Car vous vous rappelez, Albert Spadgiari, c'est un voleur, ce n'est pas un tueur, c'est un voleur. Et donc cette interview va se dérouler à Milan alors que toutes les polices françaises cherchent encore à mettre la main sur Spadgiari. Et Pivot, lui, va passer plusieurs heures avec lui, pas si loin de la France finalement. Quel est votre nom? Albert Spadgiari, officiellement. C'est vraiment vous? Oui. Enfin, votre première profession, par laquelle vous êtes devenu célèbre, c'est voleur. C'est voleur. Ça, c'est votre 3e livre, qui me paraît, les 2 autres ne valaient pas grand-chose. Mais celui-ci, quand vous racontez votre enfance... C'est pas gentil, ça, hein? Non, là, il y a un ton, il y a une couleur, il y a quelque chose. Et effectivement, de retrouver ce Bernard Pivot-là interviewant un casseur de banque, c'est étonnant. Alors, ce qui était possible à cette époque-là ne le serait forcément plus aujourd'hui. Il y a une forme de sentiment total d'impunité. Et pourquoi écrivez-vous? J'aime. Je trouve pas de meilleure façon de passer mon existence. Mais c'est peut-être pour vous justifier aussi. Me justifier, non, j'ai pas besoin de me justifier. Spadgiari aurait eu du sang sur les mains, elle se serait jamais faite cette interview-là. Enfin, je pense pas que Pivot aurait accepté ça. Là, il y a vraiment un côté, c'est un peu le bandit flamboyant, quoi. Tous les méfaits que j'ai pu commettre, je les ai commis presque dans l'anesthésie générale, quoi. Alors comment expliquez-vous que vous soyez devenu un voleur, un bandit? Quel terme préférez-vous? Le goût de l'exploit, tout simplement. Les scouts font leur BA. Ma BA, moi, c'est le goût de l'exploit. Pivot, il fait un coup. Voilà, il fait un coup. Vous êtes quand même content de vous? Oui, je suis content de moi toujours. Pas de regret. Vous êtes fier de vous? Et quant à la Société Générale, elle m'a fait perdre beaucoup plus que je n'ai gagné. J'étais aisé. J'avais des maisons en Provence, j'avais un tas de choses que je n'ai plus. Portez plainte contre elle, alors. Allez-y. Je portais plainte contre la Société Générale. C'est vrai qu'en tant que policier, ça ne nous fait pas plaisir de le voir pérorer sur les écrans de télévision. Donc on est dans une espèce de cirque médiatique qui va durer comme ça pendant des années. On a l'impression que Spadgiari, il n'arrive pas à lâcher. Il fait tout pour qu'on parle de lui. Pendant ce temps-là, évidemment, le milieu marseillais s'en régale parce que eux, ils vivent vraiment heureux et vivent vraiment cachés et ils profitent surtout de cet argent en toute liberté sans que personne s'inquiète pour eux. Mais tout a une fin. Spadgiari commence à lasser son public. Même nos lecteurs en ont un peu marre. Il ne fait plus vendre. En 1988, il a plus d'argent, il est tout seul, il est oublié. Il décide de rentrer en France. En tout cas, il essaye de négocier son retour.
Il se sent un peu acculé, mais comme souvent, Spaggiari, il a toujours un truc pour s'en sortir et toujours une idée pour s'en sortir. Et donc, il va contacter un de ses amis d'enfance qui est avocat, qui est un grand pénaliste français, qui s'appelle Jean-Louis Pelletier. Pelletier, c'est l'avocat de Jacques Mérine, de tous les grands ennemis publics numéro 1, tous les gros voyous, de Zampa, le parrain de Marseille à l'époque, etc. Donc il s'adresse à Pelletier, qui est a priori le mieux à même de négocier cette histoire. Il va convenir d'une rencontre avec Pelletier et, comme il le fait tout au long de sa vie, il va proposer un deal. Il a proposé un deal aux policiers, il propose des deals aux journalistes, il va proposer un deal à l'avocat. Il va dire, voilà, si je me rends, est-ce que tu peux m'assurer d'abord que tu vas me défendre et ensuite que tu vas négocier une peine qui ne soit pas la perpétuité qui m'attend, mais quelque chose de plus doux, en tout cas de plus léger. Quelques années de prison, ok, je signe, mais pas plus. Et Pelletier va lui répondre honnêtement en lui disant, voilà, moi je suis avocat, je suis pas commerçant, et surtout, c'est pas comme ça que ça se passe en France. On n'est pas dans les films américains, on va pas voir le juge en disant tu me mets 7, c'est bon. Donc il lui dit non, et donc Spaggiari va repartir en cavale après cette tentative de négociation avec la France. Là, pour le coup, il va définitivement se faire oublier, entrer dans l'ombre. Ouais. Claude, Mitterrand, il fait l'inauguration de la pyramide du Louvre la semaine prochaine. On prépare un papier, non? Ouais, bien sûr, ouais. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quand le public va accueillir ce gros truc en verre. Moi aussi. Au fait, j'ai eu Georges de Paris Match, tu sais? Ouais. Il m'a parlé de Spaggiari. Spaggiari? Ouais. Bon, apparemment, il va pas très bien. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Cancer des poumons. Bon, il traînait ça depuis longtemps, mais il s'est fait opérer en France et bon, les médecins sont pas très optimistes. On sait où il se planque, du coup ou... Il m'a parlé d'un chalet près de la frontière italienne. Un chalet par là-bas. Bon, ils l'ont toujours pas trouvé, quoi. Ouais. Comme d'hab. Comme d'hab. Julien, t'as la chance, t'as gagné le droit d'aller à la pyramide du Louvre la semaine prochaine. Il va s'installer avec sa nouvelle femme dans le nord de l'Italie, d'où elle est originaire, d'un petit village. C'est un peu le bout de la route, quoi. C'est-à-dire qu'il est malade, il a plus d'argent. Donc voilà, il a une fin un peu en contradiction totale avec ce qu'il était, ce qu'il voulait être. C'est-à-dire, c'est pas du tout une fin. Il meurt pas sur scène. Donc voilà, c'est une fin un peu triste par rapport au Spaggiari qu'on a connu quelques mois et quelques années auparavant. Sa femme raconte que Spaggiari est mort en Italie. Et qu'ensuite, parce que Spaggiari voulait absolument, ses dernières volontés, être enterré en France, à côté de là où il était né, là où il avait grandi avec sa maman, elle a transporté son corps dans un camping-car. Elle a donc traversé la frontière entre l'Italie et la France et elle est allée déposer le corps sur les marches de la maison où vivait encore la maman. Bonsoir. Albert Spaggiari, cerveau du cambriolage historique de la Société Générale à Nice, est mort ce matin d'un cancer du poumon, à Hyères, dans le Var. Il était recherché depuis 12 ans par toutes les polices du monde. Ce matin, son corps a été déposé au domicile de sa mère. Reportage FR3 Marseille. Il n'y aurait pas eu de casse du siècle à Nice sans Spaggiari. Impossible. Techniquement, c'était pas possible. Et Spaggiari n'aurait pas été la même personne s'il n'y avait pas eu le casse de Nice. Moi, j'ai fait quand même 50 ans quasiment de faits divers. J'ai jamais vu un truc comme ça. Là, il y a la rencontre d'un acte délictueux, d'un vol particulièrement audacieux et techniquement quasiment jamais reproduit. La rencontre de ce fait avec un personnage qu'on n'attend pas du tout dans ce milieu-là.
avait un tellement bon client, médiatiquement parlant. Je veux dire, ça arrangeait tout le monde. Ce type, honnêtement, les journalistes, c'était un rêve d'avoir un mec comme ça plutôt qu'un balafré qui parlait pas et qui avait l'air dangereux. Lui, il était marrant, c'était un petit bonhomme, rigolard, il s'exprimait bien, il était structuré, éduqué, cultivé, etc. Donc, c'était un client parfait. Hein. Spadjari, je pense ça a été le meilleur attaché de presse de cette histoire. C'est lui qui en a fait ce qu'elle est devenue. On a écrit la légende. C'est lui qui l'a... Elle aurait sans doute été oubliée ou elle aurait rejoint la cohorte des cases du siècle qui, tous les 10 ans, se renouvelle. Le livre de Cassandry vient de sortir. Écrit sous pseudo, il raconte une histoire complètement différente, dans laquelle Cassandry se donne le rôle du cerveau du casse de Nice. Spadjari n'aurait été qu'une petite main. Et voilà que 20 ans plus tard, l'affaire est relancée. Jacques Cassandry, il a une trentaine d'années, en 1976. C'est un beau voyou corse. Amateur de gros coups, figure du grand banditisme marseillais et de la French Connection, Jacques Cassandry a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour proxénétisme aggravé. Ces déclarations ravivent l'intérêt du public et donc de mes anciens collègues pour cette affaire, pourtant très ancienne. Alors, Heather, tu en penses quoi, toi, de cette version de Cassandry ? Je sais pas trop. C'est vrai que sur le papier, Spadjari, il avait ni l'expérience, ni les contacts pour organiser cet énorme coup. C'est vrai. D'ailleurs, Cassandry dit même que Spadjari n'est jamais descendu dans les égouts. Au moment de la sortie du livre en 2010, Cassandry est à la tête d'un empire. Pour la justice qui cherche à le faire tomber, cette nouvelle version du casse est du pain béni. La justice va le poursuivre parce que le recel est imprescriptible en France. Et donc va dire... Jacques, vos établissements là, que vous avez à Marseille et à Aix et à Nice, de nuit, puis cabaret, etc., cet argent provient du casse de Nice. C'est l'une des plus grandes figures du milieu marseillais. Jacques Cassandry comparaît ce matin pour blanchiment d'argent, des sommes qui proviendraient du butin du casse de Nice en 1976. Cassandry fait finalement machine arrière et revient sur la version du livre. Peut-être qu'il a réfléchi, ou qu'on lui a fait comprendre qu'il risquait quand même la prison. Il sera finalement condamné à 30 mois de prison, mais relaxé pour le délit de blanchiment en bande organisée du casse de Nice. C'est le dernier soubresaut de l'affaire Spadjari 50 ans après. Tu auras beau la réécrire dans tous les sens, ça restera l'affaire Spadjari. Cette histoire a marqué ma carrière. Ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes loin de connaître toute la vérité sur cette histoire. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé l'intégralité du butin, ni même coffret l'ensemble du gang des égoutiers. Au final, même si Cassandry, Poggi, Vigier ou même Michelucci ont certainement été les membres les plus actifs de ce casse, c'est bien Spadjari qui a séduit le public et construit sa légende. Il voulait qu'on l'aime, qu'on se souvienne de lui. Alors, grâce à cette idée folle, romanesque et à sa personnalité atypique, il est entré dans l'histoire des braquages.